Salut, moi c'est Justine. Et moi c'est Christine. Et vous écoutez Crime glacé. Salut tout le monde! Bienvenue à l'épisode 50! Wouh! Go, shorty. It's your birthday. We're gonna party like... On l'a It's fait! your birthday. On l'a Oui. fait, notre tune de 50 Cent. On l'a fait. Ben, salut, j'espère que vous allez tous bien. Oui. Nous, on est contentes, en tout cas. Oui, déjà 50 épisodes à notre actif. Sans Ça compter va Patreon, vite. là. Ouais. On en est a- des vraies foules. Ouais, là, on vient d'enregistrer l'épisode 10 Patreon. Fait que là, on est tous dans des chiffrons, là. Mhm. Ça se passe, les, On est les alignés. milestones. Ben, merci d'être parmi nous. On dirait que je sais pas quoi dire. On dirait que j'ai pas préparé, je me suis pas préparée mentalement. Oui, c'est ça. Ben, bienvenue parmi nous. Puis Ouais, je ouais. vais commencer en faisant le shout-out, je pense. Oui, On est encore... ça fait 50 épisodes, puis on rush encore. Oh my god. Parce que j'ai scroll la liste au complet. Il y en a tellement beaucoup. Oui, Mais- oui, il y en a que c'est en 2026, hein, je l'ai dit pas à la blague. Il y en a que ça va être en Oh 2026. mon Dieu. Pauvre vous autres. On fera un épisode complet où on Pauvre dit tous vous vos autres. shout-outs. là. Oui. Eux autres. En tout cas. Fait que je vais vous lire le shout-out d'aujourd'hui avant que Ju commence à me raconter son histoire. Oui. Donc, c'est de la part de Judith. Elle nous dit « Salut les filles! J'adore ce que vous faites. C'est du bonbon. Ou de la crème glacée, je devrais dire. Est-ce qu'il serait possible d'avoir un petit shout-out dans votre prochain épisode? Et il va falloir dire à Judith que c'était pas le prochain épisode. Non, non! Bref, mon chum, Jean-Benoît et moi, on écoute religieusement tous vos épisodes quand on fait de la route. Lui qui n'était pas du tout fan de True Crime, maintenant il ne peut s'en passer. Merci pour ce que vous faites, Judith. Ah, salut Jean-Benoît! Merci. Oui, salut Jean-Benoît, on te salue, on est contente que tu fasses maintenant partie de la gang de True Crimeuses. Oui, bienvenue! Bienvenue dans cet univers morbide. Oui, c'est vrai qu'un coup que tu commences à t'embarquer là-dedans, tu ne peux plus t'arrêter, fait que je te comprends. Ben, Mhm. salut à vous deux, puis merci de nous écouter. Oui, merci Judith, merci Jean-Benoît. On peut passer à ma saveur du jour? Oui, c'est ça, techniquement, on serait rendu là. Ouais, ma saveur du jour, c'est un craving que j'ai depuis vraiment longtemps. Je pense que je l'ai depuis qu'on est allé à la cage au sport. Ensemble. Et ce n'est pas aux ailes de poulet, là, ma saveur. Ouais, c'est ça, je suis comme... C'est de la crème glacée au popcorn. Je trouve que ça a de l'air tellement bon. Oh mon Dieu, ça existe-tu? T'en as-tu Ben, je trouvé? pense que oui. Je pense que ça existe. ça Ou en tout existe. cas, il y a des recettes. Je pourrais m'en faire moi-même, peut-être. Mais parce que j'aime le sucré-salé, je pense que ça serait bon. Mhm. Ah, c'est sûr que ça serait bon. Genre un peu Mhm. buttery, là. Comme Ouais. les jelly bean popcorn, là. Oui, c'est mes préférés, les jelly beans au popcorn. OK, mais nice saveur. Écrivez-nous Ouais. si vous en avez déjà mangé, puis dites-nous où c'est que ça se trouve. Tu sais, on va goûter à ça. Oui, s'il vous plaît, ça m'aiderait à assouvir mon craving. Donc, là, t'es-tu prête pour l'épisode 50? Ben oui, j'ai vraiment hâte de Mhm. savoir ce que tu vas nous raconter. Est-ce que tu t'es enligné vers quelque chose de plus joyeux, comme on s'était dit, ou... Ouais, ben c'est légèrement plus positif. Je dirais pas joyeux. OK. Non, c'est ça, parce que ça sera jamais vraiment... Mhm. Il y a toujours du petit négatif dans nos épisodes, là, mais... Ça va moins être complètement écœurant, puis... Parfait. En tout cas, j'ai cherché vraiment longtemps parce que je voulais une histoire de héros. Héroïne, héros, héroïsme. Mais c'était tough. Je cherchais comme police hero, tu sais, j'essayais de trouver comme, je sais pas, un policier qui a fait je sais pas trop quoi, puis il doit en avoir, mais c'était tout le temps Mais des oui. courtes anecdotes, mettons. Donc, ça me satisfaisait pas, ou je trouvais que c'était pas tant du héroïsme que ça, fait que j'étais comme, ben là. Ouais. Donc là, j'ai ouvert mes horizons et j'étais comme, c'est pas obligé d'être un policier.
ça m'a pris du temps quand même à trouver encore une fois des histoires héroïques qui allaient quand même pouvoir être discutées pendant 1 heure, là. Et après des heures à fouiller, j'en suis tombée sur une que pour vrai, si vous la connaissez, le chapeau, parce que en tout cas, c'était vraiment au fin fond de l'univers que j'ai trouvé ça. Puis je voulais justement une histoire pas trop connue non plus, parce que je trouvais que ça faisait quelques-unes que je faisais de mon côté qui étaient quand même connues dans le monde du true crime, là, genre Un tueur en série. Puis Savannah, c'était quand même une histoire que plusieurs podcasts américains avaient couverte. Fait que là, t'es allé deep, là. Ouais. Puis, en tout cas, si vous la connaissez, chapeau, pour vrai. C'est un peu différent de ce que je fais d'habitude. J'espère que vous allez aimer ça. Moi, j'ai vraiment aimé faire ma recherche. En tout cas, c'était vraiment intéressant. OK. Je suis au bout de ma chaise. J'ai vraiment hâte de savoir c'est quoi. Je nous emmène quelque part qu'on n'est pas allé encore, en Inde, mais aussi et surtout au Pakistan. Puis j'aime bien les histoires d'avions, d'aviation, des crashs ou des survivalistes, tu sais, des trucs comme ça. Cri, t'as fait un épisode sur Patreon dans un avion, là, un crime de bombe. J'en ai fait un au spécial Vendredi 13 avec les petites frousses, un crash d'avion. Ben là, on va rester dans la même lignée pour celui-ci, mais ça reste différent. C'est pas quand même les choses qu'on a faites jusqu'à présent, mais ça se passe dans un avion. Quand on pense à un attentat terroriste dans un avion, on pense tout de suite au 11 septembre 2001. C'est peut-être le plus populaire, lui qui a fait le plus jaser parce que ça s'est passé aux États-Unis, mais il y en a eu plein avant. Mais ça l'a quand même pris jusqu'au 11 septembre, pour vraiment tout revoir un peu le système de sécurité en profondeur dans les avions, tout repenser. Et aujourd'hui, je vous raconte un attentat qui a eu lieu en 1986, celui du vol Pan Am 73. OK. Je pense pas que je connais. Ça me dit rien. Mais on dirait que ça sonne tout comme une émission qui a passé à VRAC TV. Fait que genre, t'aurais pu me dire genre n'importe quel autre nom avec n'importe quel numéro, j'aurais fait ça me dit de quoi, mais... C'était quoi l'émission avec genre Yann and Glenn, là? C'était pas genre... Vol 917? 920, ouais, c'est ça. Vol 920. Puis il y avait une émission en VRAC TV, c'était genre les rescapés du vol 29. Oui, mais là, c'est pas de ça que je vous parle aujourd'hui. Non. Je vais commencer, avant d'arriver dans le cœur du sujet, par vous parler d'une femme, notre héroïne de l'histoire d'aujourd'hui, l'agente de bord Nirja Bhanot. Nirja est née le 5 septembre 1963 à Chandigarh, en Inde, dans une famille hindoue. Là, il y a beaucoup de termes indiens, donc peut-être que je ne vais pas tout bien prononcer. Son père est Harish Bhanot, il est un journaliste pour le Hindustan Times, puis sa mère est Rama Bhanot. Elle, j'ai pas trouvé si elle avait un métier ou non. Je tiens à rappeler que c'est quand même une autre époque et une autre culture, là. Mais Harish, le père, raconte que quand une infirmière de la maternité l'a appelé pour lui annoncer que sa femme avait donné naissance à une fille, parce que peut-être qu'il était au travail, je sais pas, au téléphone, il a dit « Ah, wow, je vous transmets mes doubles remerciements. » Et là, l'infirmière est comme pas habituée que la naissance d'une fille soit célébrée. Souvent, dans les familles indiennes, on espère avoir des fils. Ben là, l'infirmière, elle répète. Et comme, c'est une fille. Puis là, le père, il continue à être super content, il est fou de joie, puis il précise « Non, on voulait vraiment une fille, parce qu'on a déjà 2 fils. » Parce que oui, Nirja, elle a 2 grands frères, Akhil et Anish Bhanot. Fait que son père, il rêvait d'avoir une petite fille pour compléter la famille. Il était aussi, j'ai l'impression, assez ouvert d'esprit pour l'époque, puis ça va revenir un peu plus tard, là. Il était journaliste, je pense qu'il était quand même... disons que la mentalité un peu sexiste de l'époque affectait moins son père, je pense. Donc, Nirja Bhanot est affectueusement appelée l'ado, qui veut dire l'aimer, par ses parents, puis elle devient le centre de l'attention de la famille. C'est la petite princesse, la petite fille, la plus jeune. Elle fait ses premières études à la Sacred Heart Senior Secondary School de Chandigarh et la famille va déménager éventuellement à Bombay. Et Nirja va poursuivre ses études à la prestigieuse Bombay Scottish School. Et finalement, elle obtient son diplôme au St. Xavier's College, toujours à Bombay. Elle a des très bonnes études
Et c'est une jeune fille discrète, là. On dit qu'elle portait, quand elle était jeune, vraiment 2 longues tresses tout le temps, coiffées de la même façon. Puis une de ses amies dit que une fois, elle a coupé ses tresses, là. Elle a comme eu les cheveux courts. Elle a eu comme un bob cut, là. Puis soudainement, tout le monde a été frappé par sa beauté et son visage. C'est comme dans les films, là, la nerd qui enlève ses lunettes, là. Ouais, c'est ça. On dirait que c'était comme une révélation. Nirja a toujours été une élève dans la moyenne et est douée et très sportive. Elle est douée dans plusieurs sports, dont le throwball, la gymnastique et le basketball. Et là, je sais pas vous, mais moi, je me demandais c'était quoi le throwball. Eh bien, en français, ça s'appelle le lancer du ballon. Et je suis comme, OK, quel terme étrange. C'est genre dans tous les sports qu'il y a un ballon, ça, le lancer du ballon. Mais c'est un sport de balle sans contact qui se joue à travers un filet entre 2 équipes de 7 joueurs sur un terrain rectangulaire. De ce que j'ai compris, ça ressemble au volleyball. Puis c'est plus populaire chez les femmes, surtout en Asie et en Inde, plus particulièrement. Nirja, c'est une amie fidèle. On dit d'elle que même après une chicane, elle va toujours revenir vers ses amis, les pardonner vite, sans rancune et pas orgueilleuse. Est magnifique, est intelligente. Peut-être quand elle était plus jeune, elle était discrète, là, mais en vieillissant ado, elle a quand même un caractère. Elle se laisse pas marcher sur les pieds, puis surtout quand elle sent que quelqu'un ou elle-même vit une injustice, là. Mettons que ses professeurs sont trop sévères ou la chicane ou chicanait ses amis pour rien, ben elle veut les défendre là, devant toute la classe, elle veut répliquer. Elle réalise aussi peu à peu qu'elle a fait tourner les têtes des garçons parce qu'elle est très belle, je répète. Mm-hmm. Et quand elle commence à s'en rendre compte, tu sais, si elle surprend un gars la regarder, ben elle, pas gênée du tout, elle veut juste aller le voir puis dire « Salut! » Juste pour le fun, puis là, le gars est comme un peu déstabilisé parce qu'il est gêné, puis il est comme figé par sa beauté, puis elle fait comme si de rien n'était, puis après ça, elle s'en va. Elle a l'air vraiment cool. Elle a de l'assurance, là. Ouais, vraiment. Elle a une grande collection de vinyles qu'elle partage avec un de ses grands frères. Elle écoute dans sa jeunesse du Duran Duran, du ABBA, du Michael Jackson, du Madonna, bref, la fille la plus cool ever. Ouais. Elle est aussi connue pour citer des citations de films de son acteur préféré, Rajesh Khanna, à tout moment. C'est comme son idole, là, Rajesh Khanna, je sais pas trop c'est qui, c'est un acteur connu, puis elle va toujours le citer là, dans une conversation, un peu comme je fais avec Harry Potter. Ouais, je vois. Ou comme beaucoup font avec The Office. Ouais. Et là, tu sais, comme j'ai dit au début, là, Nirja est agente de bord, mais avant ça, elle était mannequin. Et c'est pas surprenant parce que, encore une fois, elle est fucking belle. Vous irez voir des photos, là, ça n'a pas de sens. Et Nirja, elle veut exceller dans tout ce qu'elle entreprend, là, elle est vraiment déterminée. T'sais, elle aime pas faire de quoi qui est pas bonne, là. Fait que ça, elle essaie de quoi de nouveau, elle veut tout donner pour être la meilleure ou, en tout cas, être très bonne. Donc, à seulement 18 ans, en devenant mannequin, là, elle met tous les efforts pour que sa carrière fonctionne. C'est pas juste un petit passe-temps, elle prend ça vraiment au sérieux. Et ses parents y acceptent qu'elle commence ce job-là, seulement à condition qu'elle fasse pas de publicité pour des marques d'alcool. Puis bon, elle accepte. Et là, les contrats commencent à rentrer. Ça commence bien ses affaires. Et les différents photographes qui ont travaillé avec elle, ils disent tous que elle était jamais nerveuse, jamais stressée, même si elle était assez jeune, et elle avait un charme et une assurance naturelle. Ça me surprend pas. On arrive en 1985. Nirja a le 21 ans, elle est assez jeune, mais elle est déjà autonome financièrement grâce à ses contrats de mannequinat. Tout va bien dans sa vie, là, c'est une strong, independent woman, une femme forte et indépendante. Mais il y a toujours un mais. La même année, 1985, elle épouse un certain Naresh Mishra et déménage avec lui. Et son premier acte de courage va pas être à bord du vol Panam 73, mais bien dans sa vie personnelle quand elle va réussir à sortir de ce mariage-là. Parce que oh my God. On n'a pas tous les détails, mais c'était assez rocambolesque, là. C'était un mariage arrangé par son père Harish, comme le veut la coutume, j'ai l'impression. Et Nirja était vraiment surprise parce qu'elle s'attendait pas à ce que son père soit le genre de père à faire ça. Surtout pas
avec ce timing-là parce que ça allait tellement bien ses affaires, elle était indépendante, elle avait beaucoup d'argent mis de côté. Disons que, tu sais, souvent, tu sais, des mariages arrangés, c'est pour que ta fille se trouve un homme riche et puisse fonder une famille, mais elle était comme pas rendue là dans sa tête. Elle était focusée sur sa carrière, mais elle aime tellement son père, elle le respecte tellement qu'elle l'a accepté, même si elle connaissait pas vraiment le dude. Puis bon, je pense que c'était assez courant. Et à peine quelques mois plus tard, toujours la même année, rien ne va plus. La pauvre Nirja, qui était une femme forte et indépendante, badass, dont la carrière de mannequin était sur le point d'éclore, là, elle aurait pu devenir une big sensation en Inde, là, ben, elle devient du jour au lendemain sous l'emprise d'un mari abusif, extrêmement contrôlant. Il lui prive de tout son argent, donc chaque fois qu'elle a un contrat de mannequinat, l'argent ne revient plus à elle, mais à son mari. Et aussi, il la prive de nourriture. Donc, mon Dieu. Elle peut même pas choisir quand manger et quoi manger. C'est terrible. Pauvre petite. Elle perd genre de sa lumière. Vraiment. Là, j'ai semi-compris, là, parce que toutes mes sources, il y a comme 3 traductions qui ont eu lieu, donc c'est pas hyper clair, mais ouais. Il lui aurait fait signer une lettre, un genre de contrat, comme quoi elle se devait de toujours respecter son mari et que elle n'était qu'une moins que rien. Comme, je sais pas si c'était un contrat vraiment legit ou s'il lui avait juste dit signe ça pour lui jouer dans la tête. Ou c'était genre le contrat de mariage, mais... Ouais. En tout cas, tu sais, c'est pas bon ce qui se passe, là. Non, pas du tout. Et comme je disais, quelques mois à peine après le mariage, ça fait même pas un an, Nirja, elle retourne à la maison familiale, je pense depuis la première fois depuis qu'elle est mariée, pour clore un contrat de mannequinat qui avait eu lieu dans le coin. Donc, elle passe à la maison dire salut, puis elle est dans un piteux état. Elle a perdu 5 kilos, elle est apeurée, elle est comme toujours sur les nerfs, elle est refermée sur elle-même, elle est vraiment pupant toute la Nirja d'avant, puis ça paraît, là. Puis son père, il remarque pas ça? Qu'il l'a mis entre les mains d'un terrible monstre? C'est là où je m'en vais. OK. Et un soir, elle va tout avouer à son père. Sûrement qu'il se rendait bien compte qu'elle allait pas bien, il lui a posé des questions, puis elle a ouvert son sac. Et Arish la croit. Son père, il la croit, il la comprend. Et arrivé au souper, la famille est réunie autour de la table. Puis Arish annonce que Nirja va pas revenir habiter chez son mari et va rester à la maison familiale. Et là, tous les membres de la famille acceptent. Je sais pas, en tout cas, la coutume, la religion, je sais pas trop, mais je sais pas s'il fallait l'avis de toute la famille, mais tout le monde est né du bord à Nirja au moins, et la comprennent. Là, quand elle a vu qu'elle avait le support de sa famille, parce qu'elle vivait tout ça en elle osait pas faire honte à sa famille en disant ça, mais là, quand, contre toute attente, sa famille avait son soutien, ben, elle a pu jamais regarder en arrière. Elle s'est séparée de son mari abusif, qui était complètement crackpot. Bonne chose. Et elle va écrire une lettre là, plus tard à son père pour le remercier et elle va lui faire la promesse qu'elle veut le rendre fier un jour. Peut-être par motivation pour rendre fier ses parents ou juste par intérêt personnel, mais c'est la même année, 1985, que Nirja va appliquer pour devenir agente de bord chez Pan Am. Quand la compagnie a décidé d'avoir un équipage de cabine entièrement indien pour ses liaisons entre Francfort et l'Inde. C'était un vol courant chez Pan Am. Et là, ils se sont dit, là, on veut juste des employés indiens, ça va simplifier les choses. Donc, avoir l'opportunité d'emploi, elle saute sur l'occasion. Étant une femme qui se démarque partout où elle va et qui a beaucoup de talent, elle est sélectionnée et elle va voyager jusqu'à Miami, en Floride, pour suivre des formations avec Pan Am. OK. Puis là, elle lâche sa carrière de mannequinat, si je comprends bien? OK. Pan Am ou Pan American World Airways, c'était une compagnie aérienne américaine qui a vraiment été une des plus célèbres et prestigieuses à l'époque. Elle a été fondée en mars 1927 et est maintenant fermée depuis décembre 91. Mais il y a vraiment eu un âge d'or que Pan Am, là, c'était le big thing. Je sais pas s'il est trop tôt pour poser la question, mais y a-tu un lien avec ton histoire, là? Pourquoi Pan Am n'existe plus? Non. Non? OK. Non. Parfait. Ben, j'essaie de me préparer où est-ce que tu t'en vas. Ben, je croirais pas, là. Parfait. Donc là, notre belle Nirja, elle est engagée chez Pan Am,
une compagnie aérienne prestigieuse quand même, américaine surtout, donc pour une jeune fille indienne qui veut vivre le rêve américain, ça peut sonner quand même très cool. Et elle a juste 21-22 ans. Et là, je vais te parler un peu de ce que c'est une hôtesse de l'air, surtout en Inde et à l'époque, là, vous faire un petit topo parce que j'ai trouvé ça intéressant. À l'époque, aux yeux de la population, la vie d'hôtesse de l'air là, des années 70 et 80, c'est assez glamour. Je sais pas si tu as des photos en tête, là, des petites madames avec un petit kit rose poudre et puis leur petite valise, là. C'est iconique, là. Les hôtesses de l'air indiennes sont vraiment enviées par la population. On les perçoit comme des femmes de l'élite qui sont quasiment comme des stars de cinéma parce qu'ils en côtoient quand même dans les avions. Ils parcourent le monde en jet set, ils profitent des vacances un peu partout dans le monde que la plupart peuvent pas s'offrir. Mais aussi, il y a des préjugés avec le métier d'hôtesse de l'air, surtout dans les années 80. C'était assez différent d'aujourd'hui, là. D'ailleurs, aujourd'hui, on dit agent de bord, je crois. C'est plus le terme hôtesse de l'air. Là, je vais quand même utiliser hôtesse de l'air parce qu'on est en 80, là. C'était une époque où les compagnies aériennes étaient moins nombreuses et plus luxueuses. C'était quand même un privilège de pouvoir prendre l'avion. Il n'y avait pas Sunwing avec des vols à 200$ pour Cancun, là. Et malgré le nombre alarmant d'attaques ou de détournements d'avions dans les années 70 et 80, c'est une époque quand même beaucoup moins obsédée par la sécurité et les dangers du monde aérien depuis le 11 septembre. Un exemple de témoignage d'une femme indienne qui a été hôtesse de l'air, elle veut dire « Lorsque j'ai commencé, on était formés pour nous concentrer sur le service et non sur la sûreté et la sécurité. Nous devions connaître nos vins et nos fromages et savoir comment veiller au confort des passagers. Aujourd'hui, les hôtesses de l'air doivent être constamment sur le qui-vive et même lorsqu'elles parlent à un passager, leurs yeux se promènent dans tous les sens. » Cette hôtesse de l'air-là s'appelle Elphine Fernand. Et elle est aujourd'hui à la retraite, là, mais là, c'est un témoignage qu'elle a travaillé dans ces années-là. C'était quand même un peu mal vu aussi être hôtesse de l'air, là. On enviait peut-être leur mode de vie. C'est des jeunes femmes pimpantes qui voyagent sans cesse, puis qui sont vraiment bien payées, même si cet emploi-là requiert pas trop d'études. Mais c'est jugé, même encore aujourd'hui, parce que travailler en service, surtout pour des hommes d'affaires ou avec des pilotes masculins, c'était pas considéré comme une profession respectable, là. On était plus, je suis pas hôtesse de l'air, là, mais les femmes hôtesses de l'air étaient sexualisées. Et aussi, la clientèle, c'était principalement des hommes, parce que c'était ça l'époque, c'était des businessmen, et les pilotes, c'était surtout des hommes. On s'intéressait surtout à l'apparence et à la beauté des hôtesses de l'air, puis ça s'accompagne avec du sexisme. On mentionnait jamais les agents de bord hommes, et les hôtesses de l'air étaient tout le temps des objets de fascination. Leur apparence faisait toujours jaser. Il y avait toujours un commentaire, un ci, un ça. Et la même hôtesse de l'air de tout à l'heure témoigne « Nous, les femmes, pouvions être retirées du service en cabine si nous prenions du poids, si nous portions des lunettes ou si nous avions de l'acné. » Ben voyons donc. Genre, tu te réveilles un matin, t'as un bouton dans le front, ils te disent « Ok, tu rentres pas aujourd'hui, là. » Et c'était pas du tout le même traitement chez les hommes, là. Oh mon Dieu, si tu prends du poids, ouais, tu peux plus être hôtesse de l'air. C'est fou. À l'époque, là, aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est moins pire, là, mais je pense qu'il y a quand même ça reste plus dans les non-dits, mais il y a quand même, je pense, des petits standards, comme dans beaucoup d'autres jobs aussi, là, mais... la situation pour les hôtesses de l'air de Indian Air était encore plus injuste, là. Avant 1979... il avait pas le droit de se marier, puis ça l'a pris encore plusieurs années avant de pouvoir négocier d'avoir le droit d'avoir 2 enfants maximum dans leur vie. Imagine, t'as pas le droit d'avoir le nombre d'enfants que tu veux. Parce que, genre, les gens voyaient les hôtesses de l'air comme des femmes qui sont pas capables de s'occuper d'enfants, genre, puis être des bons parents vu qu'ils sont tout le temps partis. Mettons. Non, je pense qu'ils voulaient pas que leur poids change ou leur physique change en étant enceinte et qu'ils soient distraites puis qu'ils puissent moins travailler parce qu'il y a des enfants qui les retiennent à la maison. Okay, je comprends. Mais il me semble, une fois que t'as la job, là. Ils veulent aussi qu'ils restent célibataires pour qu'ils puissent comme être des attirante, possibles proies quelconques pour les businessmen qui prennent les vols. Puis en Inde, là, c'était quand même... Ça l'arrivait pas souvent, là, mais... il y a eu quand même quelques histoires là, de grosses vedettes indiennes qui se sont mariées avec des hôtesses de l'air qu'ils avaient rencontrées dans un vol privé, mettons. Là, ouais. Ça fait un peu comme escorte
Ben, c'est ça. prostituée. Tu sais, comme, c'est censé être juste... Ouais. Il y avait un sous-texte, des arrière-pensées derrière ce métier-là, qu'à la base, tu sais, tu sers des clients et tu t'assures de la sécurité durant le vol. Ben oui, exact. Ouais. Mais avant, en tout cas. Ouais. Mais je comprends, il y a encore des préjugés, j'ai l'impression, par rapport à ce métier-là. Mhm. Jusqu'au milieu des années 2000, juste les agents de bord hommes chez Indian Air étaient autorisés à occuper des postes qui nécessitaient une supervision ou de la gestion. C'était juste les hommes qui pouvaient gravir les échelons. Les femmes étaient juste comme des divertissements, là. Ouais, c'était les serveuses avec leur petit chariot, puis leur petit code diète, là. Puis les hommes, c'était plus eux qui faisaient les appels au micro, puis Mais c'est exactement ça qu'on voit dans tous les films aussi, là. C'était de même partout, j'ai l'impression, là. Tu sais, le classique, l'hôtesse de l'air qui se penche sur le client pour lui donner son verre d'eau, puis là, son grand décolleté plongeant, puis là, genre, la cruise, il y a tout le temps ça. Puis même dans les films, aujourd'hui, il y a encore ça. Une espèce de cruise entre l'homme, pendant que sa femme dort juste à côté, puis l'hôtesse de l'air. Il y a tout le temps ça. Genre James Bond, mettons, là, il va cruiser une hôtesse de l'air sur son jet, là. Tu sais, là, je parle en Inde, parce que c'est là que mon histoire se passe, c'est les sources que j'ai trouvées, là, les témoignages, c'est des hôtesses indiennes, mais pas mal sûr qu'il y a quand même beaucoup de similitudes avec ce qui se passe aux États-Unis et au Canada, là. On appelait les hommes des commissaires de bord et les femmes des hôtesses de l'air, puis la plupart des femmes qui rejoignaient l'équipage de cabine commençait à 18 ans, c'est assez jeune, et les hommes plus autour de 21 ans. Mais vu que les hommes, c'était juste eux qui pouvaient gravir les échelons, mon Dieu, j'ai de la misère à dire ce mot-là, ben ça finissait que le petit nouveau, que ça fait juste 1 an qu'il est là, mais qui a le même âge que toi ça fait 5 ans que t'es là, ben c'est lui ton boss. Ouais. Puis c'est sûr que ça devait pas être super bien payé non plus d'être ben c'était hôtesse. assez payé pour le niveau d'études que ça demandait. Oui, OK. Mais mettons, en comparaison avec genre les hommes qui faisaient le même métier qu'eux, techniquement, à bord de l'avion, ça devait... J'imagine que le salaire était pas pareil, ouais. Puis aussi, ça m'a fascinée, là, et choquée, les hommes pouvaient prendre leur retraite à 58 ans. Les femmes devaient le faire à 35 ans. Passé 35 ans, t'étais jugée trop vieille. T'étais plus attirante pour les clients masculins. C'est comme du mannequinat un peu, là. Il y a tellement de femmes qui perdent leur job autour de cet âge-là. Au moins, c'est plus comme ça, là. En tout cas, je sais pas si en Inde c'est encore comme ça, là, mais tu sais, je veux dire, des hôtesses de l'air, des agentes de bord et des agents de bord, maintenant. Ben oui, on en voit plein à 50, de toute culture, 60 ans. De tout sexe. Ouais. Thank God qu'on a évolué un peu. Ben oui, c'est tellement cave. Mais malgré là, tous ces désavantages sexistes-là, les hôtesses de l'air à la retraite, là, la plupart affirment qu'ils adoraient leur job parce que c'est un domaine qui leur offre énormément de choses, énormément d'avantages. Tu sais, les vols étaient moins fréquents, surtout dans les années 80, là, fait qu'après un long vol international, tu pouvais bénéficier d'une semaine complète de repos dans différents pays du monde, des destinations de rêve, puis t'étais logé, nourri dans un hôtel 5 étoiles, puis tu pouvais voyager gratuitement avec ta famille, tu sais, il y a beaucoup d'avantages. Fait que disons que les filles y encaissaient les coups, les petites tapes ses fesses, les petits commentaires sexistes parce que ça leur apportait quand même assez d'avantages. Mais c'est malheureux que ça devait arriver, là, mais... Bon, là, je reviens à Nirja. Parce que j'ai trouvé un article qui parlait la condition des femmes hôtesses de l'air en Inde, là, puis là, j'étais comme... Puis je suis tombée dans un rabbit hole, là, fait que là, c'est pour ça que j'en parle un peu, là, c'est pour vous expliquer aussi le métier de Nirja. Et là, elle mesure 5 pieds 9, elle a un magnifique sourire et aussi de très bonnes études, fait que c'est clair qu'elle a le profil de l'emploi. C'est en plus d'être super belle et grande, ben, elle est wise, tu sais. Fait que c'est comme une candidate parfaite pour être agente de bord ou hôtesse de l'air. Selon les critères, là, je dis pas qu'il faut être belle. Vous me comprenez? Non, c'est ça. Oui. Et heureusement, ben, elle va se faire embaucher chez Pan Am où que la situation est un peu moins sexiste puis qu'elle peut plus facilement grimper les échelons que ses camarades à Indian Air. Après une formation de 6 à 8 semaines à Miami, Nirja s'est démarquée du lot, puis elle a été envoyée à Londres pour suivre une autre formation pour devenir commissaire de bord. Ça, c'était ce que les hommes faisaient chez Indian Air. Ben là, elle est envoyée avec 12 autres personnes faire cette formation-là. Ça s'appelle purser en anglais, là, mais la traduction, c'est commissaire de bord. En tout cas, je sais que
Xavier, un de nos auditeurs, est un pilote d'avion, ou en tout cas, il connaît bien les avions. Fait que j'ai l'impression qu'il va nous écrire pour préciser des termes que je dis, là, mais... C'est parfait. J'adore. Xavier, si tu nous écoutes, n'hésite pas à nous écrire. Mais bon, ces 13 personnes-là, ils ont été sélectionnées sur la base de leur performance pendant les examens et pendant les procédures d'urgence. Fait qu'elle s'est vraiment démarquée du lot et elle va devenir commissaire de bord, comme le sont majoritairement les hommes. Et je sais pas si ça existe encore aujourd'hui, commissaire de bord, mais c'est plus eux qui vont faire les annonces, attribuer les sièges, être ceux en charge de calmer les passagers mécontents et gérer l'argent aussi à bord. Là. C'est peut-être comme un peu le chef des hôtesses de l'air. Je comprends. Eux aussi doivent apprendre le vin et le fromage, là, mais leurs formations maintenant sont plus mises sur la sécurité et les mesures de sûreté. On arrive en 1986. Un an après sa formation, moins d'un an même, Nirja a 23 ans. Du haut de ses 23 ans, elle va prouver que être hôtesse de l'air ou agente de bord, là, c'est pas juste promener un petit chariot puis faire des beaux sourires aux monsieur un peu pervers, là. Ça peut aussi demander beaucoup de courage, de force et d'héroïsme, et c'est pas un métier aussi facile qu'on le pense. On peut être face à des situations vraiment intenses et dangereuses, là. Oh là là. Je vais vous parler de son deuxième acte de courage, survenu le 5 septembre 1986. C'est une histoire assez vieille, comme vous pouvez le voir avec la date, qui est arrivée très loin de chez nous. Donc, les sources là, varient vraiment d'une à l'autre et ont été assez romancées. Donc là, j'ai comme fait des choix et je m'en suis tenue à une version des faits pour le bien de cet épisode et je ne vais pas dire chaque fois selon les sources. Tu sais, vous comprenez ce que je veux dire. Là, ça reste que le gros de l'histoire est prouvé et est arrivé comme je vais le dire, là, mais il y a peut-être des nuances des fois qui vont varier d'une source à l'autre. L'avion du vol Panam 73 est un Boeing 747-121, pour ceux que ça intéresse. Xavier. Ouais, c'est ça. On n'en vise qu'un seul. Non, mais il y en a peut-être d'autres, pilotes d'avion, mais me semble, je sais même pas s'il est pilote, mais je sais qu'il connaît les avions. Mais bref, ce vol-là relie Mumbai à New York et il doit faire 2 arrêts entre-temps. Autour de 4h30 du matin, le 5 septembre 1986, l'avion atterrit à l'aéroport international Jinnah de Karachi, au Pakistan, pour une escale d'1 heure. Il doit normalement aussi faire une autre escale à Francfort, en Allemagne, mais tu t'en doutes peut-être, cette escale n'aura pas lieu. Oh là là. Le vol transportait initialement 394 passagers, une équipe de pilotage américaine et 13 agents de bord. Donc, il y a environ 400 quelques personnes en tout dans l'avion. Et là, c'est flou, mais soit 109 passagers ont débarqué à Karachi pendant la première escale, donc eux, ils avaient affaire à aller au Pakistan, ou 109 personnes devaient débarquer, mais n'ont pas eu le temps de tous débarquer. Mais ce que j'ai cru comprendre, c'est que certains ont eu le temps de débarquer, puis d'autres attendaient le prochain shuttle. Là. Il y avait comme des bus qui allaient les chercher. Puis il y a comme juste un premier groupe de peut-être une trentaine de personnes qui sont sorties. Mais bon, pendant que ça se passe, pendant qu'il y a comme un transfert de personnes, il y en a qui restent dans l'avion, il y en a d'autres qui sortent, il y a 4 hommes qui appartiennent à l'organisation terroriste Abu Nidal, qui sont habillés comme des agents de sécurité de l'aéroport de Karachi et armés de fusils d'assaut, de pistolets, de grenades et de ceintures d'explosifs en plastique. Oh my God! Ils conduisent une camionnette modifiée pour ressembler à un véhicule de sécurité de l'aéroport. Pas des petits gyrophares, des trucs de même. Les petites lumières oranges là, qui flashent pour guider les avions. Ah, c'est ça, ouais. Ils ont mis une sirène et des gyrophares sur le toit de leur petite camionnette. Puis, ils arrivent tout bonnement à l'aéroport. Ils franchissent un point de contrôle et de sécurité et ils arrivent sur la piste d'atterrissage vis-à-vis l'escalier d'embarquement du vol Panam 73. Aussi facile que ça. Oh mon Dieu. Et là, on peut se demander comment ils ont fait pour juste passer une gate et que personne ne questionne. Ben, on est à Karachi, au Pakistan, en 1986. Là, c'est pas comme New York en 2025.
Puis leur plan était peut-être vraiment simple, mais c'était peut-être la simplicité qui a fait que ça a fonctionné. Ils ont juste décidé, si on a l'air confiant, puis on rentre, ils vont pas nous poser de questions. Un peu comme les vidéos là, de d'autres qui rentrent dans un concert avec un dossard puis une poubelle, là, puis personne leur demande de billets parce qu'ils ont l'air de travailler pour le festival. J'ai vu des vidéos de ça. Bref, ils font dans le décor, puis... Ouais, si t'as l'air de savoir où tu t'en vas, ils te posent pas de questions. Mais ouais, fait que là, 4 terroristes sont sur la piste et prêts à embarquer dans l'avion. Il est 5h25 du matin. Les 4 terroristes lourdement armés forcent leur entrée dans l'avion, qui a maintenant environ 360 personnes à l'intérieur. L'avion est immobile. Là. C'est comme... des fois, ça fait encore ça dans les petits avions, là, mais tu dois passer par dehors pour rentrer puis monter un escalier. Là. C'est pas directement associé à une gate. Et à bord, il y a... le vol vient de l'Inde, mais il y a des passagers de partout à travers le monde. Là, les 4 hommes embarquent, habillés en sécurité, mais avec plein de guns sur eux, rentrent dans l'avion. Et Nirja, qui est commissaire de bord, est comme occupée à faire genre « Bonjour, bienvenue », tu sais, avec un beau sourire. Et ce rôle-là sert aussi à spotter qui a l'air louche, qui pourrait causer des problèmes dans l'avion dans le futur. Tu sais, ça sert... C'est comme le premier regard judgy, là. Puis là, ben, elle voit 4 gars de sécurité, fait qu'il est comme « OK ». Puis il y en a un qui la pogne par les cheveux puis la tasse, comme en voulant dire « Je veux pas te parler ». Là, Nirja, elle comprend tout de suite que c'est pas normal, que c'est pas juste un agent de sécurité parce qu'il agirait pas comme ça. Ben non. Voir qu'il a dû passer tellement de gens et de contrôles. Ils ont dû tellement passer de gens et de contrôles, ces personnes-là. Je sais pas trop. Peut-être qu'ils ont... Peut-être c'est juste une petite gate, là. Les douanes, les gens qui te font embarquer à bord, qui t'appellent, eux autres qui checkent ton passeport. Ils sont passés comme... des employés sont pas arrivés dans l'aéroport, tu sais, ils ont passé par la route, là, ils ont juste traversé une clôture, genre, à bord de leur camionnette. Ah, dans tous les cas, c'est... Wow. Ouais. Et là, tu sais, Nirja, elle comprend tout de suite que ces 4 dudes-là sont pas vraiment des agents de sécurité. Fait qu'elle va subtilement transmettre le code de détournement, en anglais, c'est le hijack code, par interphone aux pilotes qui, eux, sont dans leur cabine, dans le cockpit. Sur Google, ça me dit que le code était 7500. Donc, peut-être qu'elle a dit 7500 à l'interphone, je sais pas trop. 7500. Peut-être. Peut-être. Qui sait? Rapidement, l'équipage du cockpit, le pilote, le copilote et le mécanicien de bord s'échappent par la trappe d'urgence qu'il y a dans le cockpit. Et je rappelle, l'avion n'est pas dans les airs, là. Elle est stationnée au sol. Donc, eux, ils n'ont pas besoin de passer par les allées et sortir par la même porte que tout le monde. Ils ont une mini trappe d'urgence. Ouais. Il y en a même un, et là, les passagers commencent à se douter de quelque chose parce qu'il y a des passagers assis, mettons, au siège hublot. Ils voient par la fenêtre des pilotes sauter en bas de l'avion, se pendre après des cordes et débarquer d'urgence et s'enfuir en courant. Là, ils sont vraiment inquiets. C'est pas drôle. Donc, maintenant, l'avion est sans pilote, sans copilote et sans mécanicien. OK, mais ils laissent tous leurs passagers... Oui. Nirja, 23 ans, alors que ça fait environ 6 mois qu'elle travaille, devient en charge de tout l'avion. C'est elle la plus haut placée maintenant. Holy shit, voyons donc. Et... Hey, je ris, mais c'est pas drôle, c'est juste Non, mais j'étais un peu outrée au début. J'étais genre, ils font juste s'en aller puis les laisser là, mais j'y arrive. Calmez-vous. OK, parfait. Je vais vous expliquer la procédure. C'est la procédure à suivre. Okay. Parce que j'ai écrit ma première impression et ensuite, après quelques recherches, là, j'étais comme... Ben, il abandonne littéralement l'avion, là, puis il laisse une jeune fille, une jeune femme en charge d'un avion qui va être, spoiler alert, en plein attentat terroriste, là. Pauvre petite. Ben, je m'en doutais, là. Mais Sunshine, une hôtesse de l'air qui était à bord aussi de cet avion-là, une camarade de Nirja, dit « Beaucoup ont critiqué les pilotes pour avoir laissé le reste de l'équipage derrière eux. Mais moi, j'ai été soulagée quand j'ai vu les pilotes partir, parce que je me suis dit, on est tous plus en sécurité au sol que dans les airs.
Et dans tous les cas, 3 personnes allaient être saines et sauves, au moins. Fait qu'elle s'est déjà dit, on va peut-être tous mourir, mais au moins il y aura 3 survivants, puis c'était ces 3 pilotes-là. Ouais, puis ils vont clairement appeler de l'aide, là. Ils vont pas juste se retourner à la cafétéria, manger un sandwich aux œufs, là. Et là, immédiatement, la sécurité est alertée, mais ils peuvent pas juste entrer dans l'avion, là. L'avion est en otage, là. Fait qu'il y a comme un périmètre de sécurité qui se fait autour de l'avion, mais on peut pas contrôler ce qui se passe à l'intérieur de l'avion. Et des coups de feu se font tirer dans les airs, tout à coup, en dehors de l'avion. Probablement par la porte, encore ouverte, par le dernier terroriste qui est entré dans l'avion. C'était un peu comme, je pense, pour signaler un attentat a lieu, tout le monde. T'sais, c'était genre pour faire peur. Puis il était juste 2, hein? 4. 4? Ok, j'ai manqué un bout, désolée. Les balles atteignent 2 employés de la Kuwait Airlines qui travaillaient sur un avion juste à côté de celui-là. Donc là, ils tirent dans le tas, puis il y a 2 personnes qui sont atteintes, 2 employés, mais j'ai cru comprendre qu'ils ont survécu parce que j'ai écouté 2 entrevues de eux sur leur lit d'hôpital en train de raconter leur expérience. Fait que selon moi, ils ont survécu. Mais parce que des sources disaient qu'ils étaient décédés, mais j'étais comme, là, ils sont là, puis ils parlent. Fait qu'à moins, je pense qu'ils ont survécu, heureusement. Genre, ils ont été atteints de balles, mais ils sont pas nécessairement morts. Ouais. Et là, ben, après des coups de feu, la panique se déclenche dans l'avion. Un des terroristes veut tirer au pied d'un agent de bord, comme au sol à ses pieds, et forcer la jeune femme à fermer les portes. Donc là, l'avion est fermé, scellé, shut down. Personne peut entrer ni sortir de l'avion. Ouais. L'attentat a été déclenché après environ 40 minutes de l'escale au Pakistan et il va durer 17 heures. Oh shit. Oh mon Dieu, que j'aurais pas aimé ça être dans cet avion-là. Et que ça devait être paniquant. C'est paniquant. Tu peux pas t'enfuir, en plus, tu peux pas te cacher en dessous d'un banc dans un avion, t'es tellement pogné de base. Puis il est plein, pogné. là. Il y a 400 et 360 personnes, là. C'est terrible. OK. Les 4 terroristes sont Zaïd Hassan Ablatif Safarini, alias Mustapha. Et Safarini, c'est le chef, le leader, disons, des 4. Fait que c'est lui que je vais nommer. Il y a aussi Jamal Saed Abdul Rahim, alias Fahd, Muhammad Abdullah Khalil Hussan Ar-Rahayal, alias Khalil, et Muhammad Ahmed Al-Munawar, alias Mansour. Bon, j'ai probablement massacré leur nom. Est-ce que tu veux l'appeler Mustapha, le premier, pour être sûr que je vais l'appeler Safarini. OK, Safarini. Puis les autres par leur alias. Les autres, je vais juste dire un des terroristes, parce que c'est difficile de dire qui a fait quoi. OK. Et mais des fois, je mettais une phrase sur un site de traduction quand j'étais pas trop sûre de saisir, puis les hijackers, ils traduisaient comme les pirates de l'air, puis je trouvais ça drôle. C'est clairement ça. Je veux dire, les terroristes, là, c'est des terroristes, ils faisaient partie d'une organisation terroriste, là, mais c'est quand même des pirates de l'air. Là. Ouais. J'aime le terme. Ça fait peur, d'où. Ouais. Ils font partie de l'organisation Abu Nidal, qui est un groupe militant terroriste qui est considéré aujourd'hui vraiment largement inactif. Et il est connu aussi sous le nom de Fatah Conseil révolutionnaire. Puis, à l'époque, peut-être encore aujourd'hui, même s'il est inactif, là, mais le groupe figurait sur la liste des groupes terroristes selon les États-Unis et l'Union européenne. J'ai l'impression que la majorité de ces hommes-là sont palestiniens, mais c'est pas clair combien là-dedans le sont. Mais je sais que le groupe, je ne sais pas si c'est vraiment une organisation terroriste palestinienne, mais je sais qu'ils sont soutenus par la Libye et leur principale mission, c'est d'attaquer les Américains. C'est ce que j'ai compris. Disons que c'est pas ça l'important de l'histoire. Non, c'est pas des bonnes personnes. Peu importe qui viennent d'où, ouais. Puis c'est ça. Qui attaque. Là, le groupe de 4 terroristes se sépare en 2. Il y a la moitié à l'avant de l'avion et l'autre à l'arrière. Et peu de temps après avoir pris le contrôle de l'avion, Safarini se rend compte qu'il y a personne dans le cockpit. Puis ça le met en beau fusil. Parce que là, sans pilote, impossible de faire décoller l'avion. Lui, il voulait partir puis faire ça dans les airs.
Mhm. Leur plan était de s'enfuir par la voie des airs et d'atterrir à Cyprus pour aller chercher d'autres de leurs camarades libérés de prison là-bas et ensuite aller ailleurs. Donc, ils voulaient comme faire un arrêt, mais tu sais, Pour c'est libérer quand même du monde. laborieux comme plan, mais ils voulaient quand même faire un arrêt. Ben, c'est sûr que si les pilotes avaient été sous otage, ils auraient fait Ouais, il n'y ça. aurait pas eu le choix. Ouais. Ils auraient même pas pu envoyer de message de panique, là, rien du tout. C'est ça. Fait qu'une chance qu'il y a eu le petit code de Ben oui. 76 000, là, 75 000, 7 500? 7 Genre, 500? thank God. Je pense comme Sunshine. J'ai la même opinion que Sunshine. Ils ont Oui, bien oui, fait de moi quitter. Oui. Mais c'est que sur le coup, ça te fait un peu bizarre. Oui. Que les Ils ont l'air trois d'abandonner. plus haut placés de l'avion s'enfuient, là. Ouais. Ouais. Mais c'est une bonne chose. C'est vrai qu'il aurait vraiment pu se faire obliger de... En tout cas, ça aurait pu être terrible. Là, Safarini, qui est à l'avant ou la section première classe, il ordonne aux passagers de se déplacer vers le fond de l'avion. Mais en même temps, ceux qui étaient au fond de l'avion, les terroristes, ordonnent l'inverse aux passagers du fond. Fait que, tu sais, il y a comme ça se passe pas comme prévu, puis il y a un problème de communication. Fait que là, tout le monde se ramasse au milieu, personne ne sait quoi faire. Ils sont comme, ben là, nous, ils nous ont dit d'aller au fond, ben nous, ils nous ont dit d'aller à l'avant. Fait que finalement, tout le monde retourne à son siège. Fait que là, tu sais, les passagers, les civils, ils se ramassent au milieu, puis là, ils font juste se réasseoir un peu aléatoirement. Puis tout le monde est confus et surtout apeuré. Il y en a même qui s'assoient à terre, d'autres entre les rangées. Tu sais, c'est plus ordonné, là. En parcourant les allées, un des terroristes avec son gun, là, il fait le tour de l'avion, puis il parcourt les allées, il regarde tout le monde assis à leur siège, et il repère un jeune homme de 29 ans, Rajesh Kumar. Je sais pas s'il a vu par son passeport ou quoi que ce soit. Il est originaire du Kenya et de l'Inde, il a les deux origines, mais il est résident permanent aux États-Unis. Il habite en Californie à Huntington Beach. Il vient juste d'être naturalisé et d'avoir sa citoyenneté américaine. Et là, Safarini, il voit son passeport américain et il lui dit « Suis-moi ». Il ordonne à Rajesh de se rendre à l'avant de l'avion, de s'agenouiller devant la porte avant de l'avion et de faire face au cockpit, les mains derrière la tête. Là, je rappelle, dehors, tu sais, c'est comme toute la police du pays, là, toute la sécurité est rassemblée autour de l'avion. C'est une prise d'otage à ce point-ci. Ouais. Ils peuvent rien faire sauf négocier. Il y a plus de 300 otages dans cet avion-là. Là, Safarini ouvre la porte de l'avion avec Rajesh devant lui, pointé du gun, puis il crie aux autorités, en particulier le chef des opérations de Panam au Pakistan qui s'appelle Viraf Daroga. Il parle à lui puis il lui dit « Ramenez l'équipe de pilotes pour qu'on décolle. Si l'équipage n'est pas envoyé à bord de l'avion dans les prochaines 30 minutes, Rajesh sera abattu. » Lui, il est comme, la seule solution, c'est que les pilotes retournent dans l'avion, sinon on s'en sortira pas. Holy shit. Je ne sais pas si la négociation s'est passée comment, mais Safarini devient de plus en plus impatient. Et, un moment donné, tanné que les autorités coopèrent pas, il va tirer le pauvre Rajesh directement dans la tête, devant tout le monde, et va juste pitcher son corps en bas de l'avion avant de refermer la porte. Oh my God. Une fois atterri au sol, Rajesh respire encore, mais il n'aura pas le temps de se rendre à l'hôpital qu'il va succomber à sa blessure. Et là, on dirait que ça met le ton dans l'avion. Là, tout le monde paniquait un peu, mais là, personne ne dit un mot. Tout le monde est stressé. Ils se disent « OK, là, ils veulent vraiment nous tuer. » Ouais. Là, Safarini, il demande aux agentes de bord Nirja Banot, Sunshine Vesuwala et Madhvi Bahuguna de ramasser tous les passeports des passagers. Nirja, tu sais, les trois ensemble, ils se disent... Là, ils visent les Américains, clairement. Tu sais, ils ont choisi Rajesh parce que c'était un Américain, citoyen américain. Fait qu'en rassemblant les passeports, ils vont décider de cacher les 43 passeports américains qu'ils ont ramassés. Ils vont les mettre dans la poubelle, en dessous des sièges ou dans la chute à déchets. Tu sais, fait qu'ils sont comme là, ils vont pas savoir qui est américain. Oh my God. C'est quand même très smart. Quand même, mais c'est quand même touché. 43 passeports, là, ça passe pas dans le beurre comme 9, mettons. Là. Ouais, mais sur 360, tu sais, il me semble que tu reçois une grosse pile de passeports, ils sont stressés, sont sous pression, sont ils comptent peut-être pas comptés, ou même s'ils comptent, ils vont pas savoir qui a caché son passeport, en tout cas. Ouais, c'est vrai. Ensuite, Safarini
ordonne à Nirja de parler à l'intercom et de demander à ce qu'un certain Michael John Texton vienne à l'avant de l'avion. Imagine, là, t'entends « Michael John Texton, venez à l'avant de l'avion! » Puis là, Ah non, tu sais que tu vas T'es finir comme le premier. Là. Michael, c'est un Britannique. Là, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas trouvé de passeport américain, fait qu'ils se sont dit « Bon, on va prendre un Britannique à la place, ça ressemble. » Je sais pas trop, là, mais... Michael, lui, j'avais noté il avait quel âge, là, mais il est fin vingtaine, début trentaine, il me semble. Là. Il est pas très vieux, là. Il revient d'un voyage au Pakistan. Lui, dans le fond, il est embarqué dans l'avion, là. Il était pas en Inde à la base, fait qu'il est juste genre tabarnak, j'aurais pu... Il est embarqué en même temps qu'eux, là. Ouais, c'est ça. Son voyage, c'était un pèlerinage de quelques mois à la montagne Broad Peak, à la frontière entre la Chine et le Pakistan, en mémoire à son frère, qui était un grand alpiniste, qui était décédé en grimpant la montagne 3 ans plus tôt. Non! Donc là, il revient de faire comme le voyage de sa vie pour commémorer son frère. Puis là, à son vol de retour, il se ramasse au milieu d'un attentat terroriste. J'ai de la peine. Michael est en état de choc. Il entend son nom à l'intercom. Là, il est comme... Ils vont finir par savoir que c'est moi si je me lève pas, fait que je vais me lever. Il se lève, il passe le petit rideau qui sépare la section première classe et va jusqu'à l'avant de l'avion, face à Safarini, qui a son passeport entre les mains. Puis là, il check son passeport, il le feuillette, puis il est comme « T'es-tu un soldat? » Il répond « Non. »« T'as-tu une arme? » Puis là, Michael, il répond « Non encore. » Puis il est vraiment sous le choc, et il trouve ça absurde ce qui se passe, fait qu'on dirait qu'il part à rire un peu. Il est comme « Ben non. » Genre, il rit tellement qu'il est confus. Comme moi en ce moment, là, on dirait que je suis sur le bord de rire, mais c'est plus genre que je suis sur le bord de pleurer. Mais Safarini, lui, ne rit pas. Il ordonne Michael à s'agenouiller devant lui, et là, Safarini rouvre la porte de l'avion et crie aux autorités que si quelqu'un s'approche de l'avion, il va tuer cet homme, Michael. Et là, Michael, à ce point-là, il se dit « Bon, je suis le prochain à mourir. » Là, le chef de la sécurité, Viraf Daroga, il crie à Safarini qu'à bord, il y a un membre d'équipage qui est capable d'utiliser la radio du cockpit, puis il lui dit « Parle avec cette radio-là pour négocier, parce que là, tu cries, je t'entends pas, puis si on peut pas s'approcher, on peut pas t'aider, fait qu'utilise la radio d'un employé. » Safarini répond pas, retourne dans l'avion, ferme la porte. Et là, plusieurs heures passent. Oh mon Dieu, la panique. Safarini attend toujours que les autorités finissent par flancher et leur ramener un pilote. Là, il commence à jaser avec Michael. Il lui dit même « Veux-tu un verre d'eau? » Des trucs comme ça. Puis Michael accepte. Et ils commencent les deux à jaser. Là. Il dit « T'as-tu une femme? » Michael répond « Non, mais je reviens de voyage. Mon frère est décédé, blablabla. » Il lui raconte toute sa vie. Et là, Safarini, en retour, il lui dit « J'aime pas toute cette violence-là, j'aime pas ces tueries-là. Les Américains puis les Israéliens, ils ont pris le contrôle de mon pays, puis je peux pas vivre ma vie à cause de ça. J'ai pas eu le choix de faire cet attentat terroriste-là. » Fait que, tu sais, il s'ouvre le cœur. Tu sais, je dis pas qu'il fait bien de faire ça, là, pas du tout, mais il lui parle quand même. Il s'ouvre le cœur. Il dit qu'il est en détresse, puis il a senti qu'il avait pas le choix de faire ça. Là, les heures passent, puis Michael, il est assis au sol, là, les mains derrière le dos. Puis tellement que il est épuisé sous le stress qu'il finit par s'endormir à terre. Comment c'est possible? Je pense que il était plus capable. Genre, il était tellement stressé puis squeezé. Puis là, en s'assoyant puis en jasant, ça l'a détendu. Puis là, l'endorphine est embarquée, je pense, puis ça l'a assommé ben raide, puis il s'est endormi. Tabarouette. Et là, Michael se fait réveiller quelques heures plus tard, comme botté par un des terroristes, mais c'est gentiment botté, là. Juste genre un petit coup de pied. Puis là, il lui dit « Hop, hop », et il lui dit « Retourne t'asseoir ». Fait que là, Michael, finalement, retourne avec les autres passagers. Ils ont changé d'idée, Ça devait pas être un sommeil très réparateur, là, cette histoire-là. Là. Non, c'est sûr. On va apprendre plus tard que Safarini a eu de la sympathie pour Michael et la mort de son frère, puis il voulait pas enlever le dernier fils à sa mère. Oh. Donc, il a voulu lui épargner la vie. Mais genre... c'est pas cute, là, mais ça montre quand même que, je sais pas, il y a un petit côté humain dans toutes ces affaires complètement terribles. Ça l'a quand même été chercher son soft spot, puis il a décidé, bon,
ça sera pas toi si j'ai à tuer quelqu'un d'autre. C'est fou pareil, le conflit interne. Ils sont des terroristes, mais ils ont quand même de l'empathie quelque part, qui vient puis qui repart. Tu sais, ils sont prêts à tuer tout le monde dans l'avion, mais là, ils apprennent qu'un gars, son frère est mort, puis là, ils se disent « Ouais, peut-être pas lui. » C'est spécial. Ben oui. Quelques heures plus tard, et à partir de là, c'est Meherje Karas, un mécanicien de la Paname, âgé de 28 ans, qui est rendu, lui, qui veut utiliser la radio et entrer en contact avec les négociateurs dehors. Et à ce stade, les terroristes pensent encore qu'un pilote sera trouvé pour piloter l'avion à leur place. Et avant que ce soit le mécanicien, là, c'était Sheren, Nirja et Sunshine qui ont passé le plus de temps avec Safarini à faire comme le pigeon voyageur des messages. Plusieurs fois durant ces 17 heures-là, Safarini fait des allers-retours dans l'avion avec une des femmes, avec le gun dans la tête, demande de les conduire quelque part, de faire ci, de faire ça. Il les utilise aussi comme bouclier humain quand il ouvre la porte pour parler aux autorités. Au cours des heures qui ont suivi, Safarini a baissé sa garde à plusieurs reprises, selon Sunshine. Il flirtait avec elle, il blaguait même, il lui disait qu'il voulait l'amener avec lui à Chypre puis qu'il allait l'apprendre à nager. Fait qu'il a comme un peu baissé ses gardes. Puis pendant tout ce temps, Sunshine, elle a dit plus tard qu'elle n'a pas du tout baissé ses gardes. Puis à un moment donné, elle a regardé avec envie une hache d'urgence là, qui se trouvait dans un boîtier de verre dans le cockpit. Là, elle a regardé la hache puis elle était comme « Est-ce que je pourrais faire de quoi avec ça? » Mais là, Safarini l'a pogné en train de regarder la hache. Puis il a tout de suite pointé son gun sur elle puis il lui a dit « Don't even think about it. » Genre, pense-y même pas. Oh là là. Pendant 17 heures, toute la journée s'écoule. Nirja et les autres hôtesses de l'air essayent de garder les passagers au calme, de les rassurer, de les protéger, puis de pas paniquer. Nirja, elle sert de la nourriture, du café, elle garde le sourire, elle essaie de... Oh my God. T'sais, elle fait comme si c'était un vol normal, elle essaie de pas perdre la carte, pendant qu'il y a des terroristes dans le cockpit, t'sais. Elle est bonne. Ouais, vraiment. Ça a commencé vers 5h20 du matin, là, et là, on est à 21h le soir. Il fait noir dehors. Même si l'avion était pas entièrement en marche, il y avait quand même l'électricité d'allumée depuis 5h20 le matin. Il y avait de la ventilation, puis tout. Et vers 21h, pouf, plus de courant. L'unité auxiliaire de courant s'est arrêtée, le Auxiliary Power Unit, et là, noirceur totale. Plus de lumière dans l'avion, il fait noir dehors, puis il y a juste des petites lumières d'urgence qui guident vers la sortie qui sont allumées. Panique, là. On dirait que ça l'a comme réveillé le monde, qu'il n'y avait plus de lumière, il ne voyait plus rien. Donc là, les passagers recommencent à paniquer. Tout le monde qui est au fond de l'avion commence à courir vers l'avant. Tout le monde qui est à l'avant de l'avion court vers l'arrière. Gros moton de personnes. C'est la cacophonie. Et après 17 heures, un des terroristes, là maintenant plongé dans l'obscurité, avec la panique générale dans l'avion. Il se trouvait vis-à-vis la porte L1. Je vais mettre un plan de l'avion sur Instagram, mais pour ceux qui savent, la porte 1 à gauche, L1, j'imagine que c'est ça. Et il se dit, OK, on est fait, on s'en sortira pas vivant. Là, il fait un cri de désespoir, une genre de prière de guerre. Il hurle et vise la ceinture d'explosifs portée par un de ses camarades. Mais là, son intention, c'était de provoquer une explosion pour tuer tout le monde à bord, ainsi qu'eux-mêmes, mais ça va pas marcher. Il a manqué son coup, ou ça a juste fait comme exploser le gars, mais ça l'a pas marché. Oh my God. Mais là, tout de suite après, on dirait que les 3 autres terroristes ont comme réalisé ce qui allait se passer et décident de lancer toutes leurs grenades sur les passagers et tirent dans le tas. Vraiment, là, on tire. Non! Dans le noir, on voit juste les éclairs de gun et ils tirent dans la foule. Et malgré les grenades, c'est les balles qui font le plus de dommages parce qu'ils rebondissent partout dans l'avion. Oui, c'est ça. Et là, Nirja, elle se trouve vis-à-vis la porte L3. Donc, plus au fond, à gauche. Et avec les terroristes qui tirent partout comme des fous, elle peut enfin ouvrir la porte. Là, parce que depuis le début, personne n'osait ouvrir une porte de sécurité parce que les terroristes allaient se mettre à tirer sur tout le monde. C'est pour ça qu'ils étaient coopératifs depuis le début. Ouais, c'est ça. Et là, elle ouvre et la porte, le genre de petit
petit toboggan, la petite glissade s'ouvre pas, mais le monde saute pareil en bas de l'avion. Et au lieu qu'elle saute en bas la première, elle aide tout le monde à sortir. Oh, je l'aime! Et c'était une chute de quand même 6 mètres, 20 pieds, jusqu'à la rampe pour s'enfuir, mais le monde saute pareil et s'en fout de barrette. C'est clair. Parce que il y a mieux avoir une jambe cassée que exact. mourir, là. Là, Nirja, elle guide les passagers vers la sortie. Il y a Sunshine aussi, tu sais, toutes les hôtesses de l'air, là, aident du mieux qu'ils peuvent. Et je ne sais pas si c'est un agent de bord ou un simple passager, mais un certain Dick Mellart veut réussir à déverrouiller la porte R3, qui était au-dessus de l'aile. Donc, des passagers ont pu sauter en bas de celle-ci aussi, puis là, être sur l'aile de l'avion, puis débarquer. Ensuite, la porte R4 s'ouvre, et c'est la seule que le toboggan s'est déployé. Fait que là, au moins, les gens pouvaient glisser plus sécuritairement en bas et aller plus vite. Ouais, fait que les enfants, mettons, les petits bébés, pouvaient descendre par là. Parce que oui, il y a des bébés là-dedans. Ouais, c'est ça, mais c'était tout entouré, l'avion était entouré de policiers, mais mettons, quand les portes ont commencé à s'ouvrir, les policiers, ils ont sûrement agi aussi, là, pour les aider à comme, atterrir en sécurité, j'imagine? Oui, ils ont sûrement aidé de l'extérieur, là, mais c'est vraiment quand même quelques minutes après que les coups de feu ont commencé que des policiers sont entrés dans l'avion. Je pense qu'ils étaient comme pris de court aussi, puis ils savaient pas trop quoi faire. Oui, puis ça fait comme 15 heures, fait que t'imagines pas, tu sais pas à quel moment ça va arriver, là. T'es prêt, mais comme... Il aurait dû mettre des matelas partout autour de l'avion, je sais pas si... Tu sais, comme au cas où qu'ils doivent sauter, justement, genre protéger un peu les gens. C'est vrai. Peut-être qu'ils ont comme quand quelqu'un veut sauter d'un monde, building, genre. Peut-être qu'ils ont fait des genres de chaînes humaines pour attraper le monde, je sais pas. Ça, j'avoue que c'est un détail que j'ai pas trouvé. Puis c'est la porte R4 qui a permis au plus grand nombre de passagers de sortir, elle avec la glissade. Et là, soudain, Sunshine est touchée par une balle. Là, elle s'effondre au sol et Michael, le Britannique, se rappelle très bien parce que, spoiler alert, il a survécu. Il se rappelle très bien de l'avoir vu et de lui avoir dit « Bon, ta journée est terminée pour toi, ton shift est terminé », puis de juste l'avoir pitché en bas du toboggan, genre « Merci, mais va-t'en ». Michael, il est resté dans l'avion, puis il a vu Sunshine, puis il a dit « Bon, elle est blessée, là, on va la glisser. » Ouais. Je l'aime, Michael! Oui! Puis là, Sunshine, elle atterrit par terre, puis elle dit plus tard, là, ma première pensée, c'était de retrouver Mike. Elle se rappelait de Mike. Elle dit, c'était un otage qui a été au front pendant tellement longtemps, je l'ai côtoyé plus que les autres parce que c'était un des otages qui était dans le cockpit, elle l'a vu beaucoup. Puis là, tout le long qu'il y avait la tuerie, là, elle se demandait, est-ce qu'il va survivre? Je l'ai vu, puis je me suis agrippée à lui. C'était comme une source de réconfort, ce passager-là. Puis il l'a sauvé aussi, là, en la jetant dehors. Là. Oh, j'espère qu'ils sont en couple maintenant, mariés avec beaucoup d'enfants. Ça serait trop beau. C'est mon film. Oh my God. Là, il y a des témoins là, qui disent... Nirja s'acharne à aider 3 enfants qui étaient non accompagnés. Là. Je sais pas si les parents sont décédés ou si eux, ils ont sauté en bas de l'avion puis ont laissé leur enfant là, ou il y a des enfants qui prennent l'avion seuls. Là. Ouais. Mais bref, là, eux, ils sont figés sur place, ils savent pas quoi faire. Fait que là, Nirja, elle les aide pendant là, qu'il y a des balles qui se tirent partout dans l'avion. Ah, Seigneur! Et pendant qu'elle les fait soit sauter en bas ou glisser en bas d'une porte, un terroriste prend Nirja par les cheveux et lui tire dessus. Non. Là, c'est environ peut-être autour de ce moment-là. C'est ça a dû se passer très rapidement. Je pense pas qu'ils ont tiré sur du monde pendant 1 heure, là, mais éventuellement, l'unité pakistanaise responsable de la reprise de l'avion, le Special Service Group, qui était dirigé par le commandant Tariq Mehmood, avec son équipe de commando, là, tu sais, la grosse SWAT, réussissent à se rapprocher de l'avion. Et c'était avant que la panne ait eu lieu, là, la SWAT était arrivée et avait entouré l'avion, mais c'est seulement quand il y a eu la panne de courant qu'ils ont commencé à agir. Ils ont été un peu critiqués d'avoir attendu qu'il y ait des coups de feu, tu sais, c'est quand c'est rendu... Il y avait juste... En tout cas, c'était quand même pas clair de pourquoi ils ont attendu que ça finisse aussi mal avant d'intervenir, là.
Ouais. Tu sais, rendu là, je sais pas, t'envoies une fausse équipe de pilotes, mais c'est des gens de la SWAT, là, je sais pas trop, en tout cas. Oui, quelque chose, ouais, c'est vrai. Mais J'avoue bon, que c'est... tu sais, quand ils ont intervenu, il y avait vraiment beaucoup de passagers qui étaient déjà dehors, sains et saufs, là, tu sais, fait que... Qu'est-ce qu'ils attendaient? C'est peut-être un peu tard, j'avoue. Je comprends Ouais. les gens qui les ont critiqués un peu. Mhm. Et au moment qu'ils sont entrés dans l'avion, il y avait déjà 3 terroristes qui étaient plus dans l'avion qui s'enfuyaient en courant. Mais ils ont été rattrapés, là, genre sur la piste d'atterrissage par les services de sécurité. Mais il y avait eu le temps de s'enfuir puis d'être bien rendu loin de l'avion, là. Lui qui s'est fait tirer dessus puis que ça a pas explosé, finalement, il est-tu décédé ou non? Non. Les 4 terroristes ont survécu. Oh. Peut-être que ça a même pas touché rien. Là. Peut-être qu'il a juste visé à côté là, quand il a voulu viser sa ceinture. Là. Peut-être qu'il était pas blessé. OK. Et il restait juste Safarini à bord quand les forces de sécurité pakistanaises sont entrées dans l'avion. Des terroristes, je parle, là. C'était pas le seul à bord, là. Mais le seul des 4. Et il a été immédiatement arrêté. De retour à Nirja, elle s'est fait tirer dessus. Elle perd énormément de sang. Et là, il y a des blessés partout. Ils sont plus d'une centaine à être envoyés à l'urgence. C'est une vraie zone de guerre, le chaos complet. Beaucoup trop de gens sont blessés en même temps puis doivent être soignés en même temps. Mm-hmm. Et étrangement... ça devait être fou. Ouais. Et étrangement, il n'y avait aucun kit d'urgence médicale proche de l'avion ou dans les environs. Tu sais, il y avait comme pas d'ambulance ou de trousse de premiers soins. Puis l'hôpital le plus près est à des kilomètres. Fait que là, tu sais, il y a des ambulances, mais je veux dire, ils prennent les plus gravement blessés en civière et partent, mais il n'y en a pas assez pour fournir. Il y a une centaine de blessés. OK, mais il y avait 15 heures pour faire leur prep, ces policiers-là. Ouais, ça leur tentait pas, genre, d'amener des autobus voyageurs, au pire, puis ils les emmènent toutes là-dedans pour aller à l'hôpital, comme prévenir, mettons, que ça se peut que ça arrive? Ouais, je sais pas. Aucune idée. Je suis déçue. Et Nirja, qui est au bout de son sang, là, elle a même pas été transportée en civière tellement que ça fournissait pas, là. Genre, ils l'ont pitchée dans un char, là. Oh, mon Dieu. Et là, ses collègues l'accompagnent jusqu'à l'hôpital, mais elle va succomber à ses blessures. Oh non! La petite Nirja, 23 ans. Commissaire de bord. Je suis triste. Mm-hmm. Oh, j'espérais tellement que tu me dises qu'elle ait survécu. Ouais. Ben, en lisant l'histoire, je ne savais pas la fin, et tout le long, j'étais sûre qu'elle avait survécu. Ben oui! Oh. Sunshine a dit que Nirja serait peut-être encore en vie si elle avait été soignée immédiatement, parce qu'elle était quand même consciente, elle n'a pas été tirée entre les deux yeux, là, mais qu'à cause que l'hôpital fournissait pas, ben elle a juste perdu trop de sang. Ça a été trop long. Mais tu sais, en même temps, il y a 150 personnes qui arrivent en même temps, tu sais, tu sais plus qui soigner, tu sais, c'était genre... Personne n'était préparé à ça. Je comprends, mais tu sais, mettons, il y a un attentat terroriste dans ton aéroport. Première des choses, tous les vols sont en suspens, là. Il y a plus rien qui arrive, plus rien qui part. J'imagine, ouais. Puis après ça, genre, en 15 heures, 17 heures, en fait, ils ont le temps, là, me semble, de se préparer, de pas nécessairement, genre... tu sais, de penser à, genre, eux qui vont devoir amener en ambulance, mais aussi de prévenir, je sais pas, genre, amener des tantes, puis des médecins, des infirmiers, genre, sur place pour si jamais il y a des gens qui sont trop... blessés, ouais. Tu sais, c'est triste qu'elle soit décédée parce que la route a été trop longue, là. Ben, peut-être qu'elle aurait pas survécu à l'opération, là, mais en voulant dire que... Ouais. Il y en a qui pensent que c'est à cause du manque de personnel à l'hôpital, mettons, que ça a été trop long. Mais c'est vraiment triste, là. C'est dommage. Donc, grâce à son courage, Nirja a contribué à sauver 358 personnes. Quand même beaucoup de survivants. On compte 120 blessés et au total 20 personnes âgées entre 7 et 81 ans, dont 2 membres de l'équipage de la Paname, ont été tués. Je m'attendais à pire, on dirait. J'avais vraiment peur du nombre que tu allais me donner. Ben, c'est quand même un avion qui tire dans le tas, tu sais, mais les bancs devaient aider à se protéger, là. Puis ils ont vite réussi à ouvrir les portes une à une. Là, mais... Hey, une chance, ça, pour vrai, wow. Non, ça aurait été fini, là, si aucune porte s'était ouverte, là.
Les victimes étaient originaires de l'Inde, des États-Unis, du Pakistan, du Mexique et autres. Là, certaines sources disaient 14 pays différents. Bref, en tout cas, des victimes de partout dans le monde. De partout. Mais un gros bravo à Nirja qui a alerté les pilotes en premier et ce qui a permis à ce que l'avion ne décolle pas. Cette journée-là, le 5 septembre 1986, Harish Banot, le père, il était à une conférence de presse quand il a appris l'attentat qui se déroulait en temps réel. Il s'est précipité dans le bureau de son ami qui travaillait pas loin, puis il a essayé d'obtenir le plus d'informations possible, mais en 86, là, ça va pas vite, là, tu peux pas suivre la presse plus les notifications, là. Non, c'est ça. Fait qu'il appelle du monde, il écoute le téléjournal, mais tu sais, c'est pas super rapide. Il arrête pas d'appeler le bureau de la Paname pour obtenir des nouvelles. Mais dès que sa mère Rama a appris que l'attentat avait lieu, là, elle a tout de suite parti à pleurer puis elle s'est dit « Nirja rentrera pas à la maison ». Comme on entend souvent, lui, elle le savait. Elle était comme « Elle survivra pas ». Que c'est plus grave que tu penses. Là. Mm-hmm. Au moins, elle est comme décédée genre en héroïne, comme tu disais au début. Tu sais, je veux dire, elle a tellement aidé à sauver beaucoup de gens. Il y a ceux qui peuvent essayer de les consoler un peu. Je tiens à rappeler qu'on est le 5 septembre et Nirja, elle est née le 7 septembre. Donc, si les terroristes l'avaient pas tuée, ce qui était prévu, c'est qu'après son vol, elle rentre à Mumbai et fête son 23e anniversaire, qu'elle voulait un petit événement familial tranquille. Donc, elle avait même pas 23 ans. J'ai dit 23 ans tantôt, là, 22 ans. Mm-hmm. Au lieu de ça, sa famille est allée chercher son cercueil à l'aéroport le jour de sa fête. Le 7 septembre, ils sont allés chercher son cercueil. Son père a écrit « Elle a été incinérée le 8 septembre à 11h du matin, au milieu des chants de ses mantras préférés, alors que nous disions « Au revoir chérie, s'il te plaît, continue à venir nous voir. » Le 6 juillet 88, donc ça a pris un peu de temps, là, les 5 terroristes ont été reconnus coupables au Pakistan pour leur rôle dans l'attentat et les meurtres des victimes, et ils sont tous condamnés à mort. Et là, j'ai dit 5 parce qu'on va découvrir un 5e homme complice dans toute cette affaire-là, mais qui n'était pas présent dans l'avion. Leur sentence va finalement être commuée en prison à vie. Et pour une raison obscure, je sais pas si c'était avec possibilité de libération conditionnelle, là, mais après 15 ans, Safarini a été libéré de prison au Pakistan en 2001. Ouais. What? Mais un jour plus tard, il a été arrêté par des agents du FBI à Bangkok, alors qu'il s'enfuyait vers la Jordanie. En mai 2004, un juge fédéral américain de Washington l'a condamné à 160 ans de prison aux États-Unis. Parce que, à cause qu'il y avait des Américains qui figuraient parmi les victimes de l'attentat, le FBI était légalement tenu de continuer à condamner aussi les meurtriers selon leur propre système judiciaire. Et là, le FBI est tenu de continuer à chercher les suspects jusqu'à ce qu'ils soient ramenés aux États-Unis pour être jugés ou que leur mort soit confirmée. Parce que c'est pas trop clair, mais les 4 autres terroristes, ils ont été déportés en Palestine en 2008 et on a perdu leurs traces. Ils sont recherchés par le FBI encore aujourd'hui. Oh non, non... Tabarouette! Ils sont sur la liste des Most Wanted Terrorists du FBI. Les 4 recherchés sont Wadoud Muhammad Hafiz al-Turki, Jamal Saed Abdul Rahim, Muhammad Abdullah Khalil Hussein Ar-Rahayal et Muhammad Ahmed al-Munawar. Si jamais vous les croisez dans la rue. Non, ça me surprendrait. Allez voir sur la liste des Most Wanted du FBI. Ouais. En 2008, on a fait des portraits robots vieillis de eux pour mieux les reconnaître, mais ils sont toujours en cavale ou morts. Mais c'est vrai, t'avais-tu dit leur âge au moment de l'attaque? J'ai pas trouvé leur âge, mais ils ont de l'air d'être dans la début trentaine. Fait que, tu sais, encore à ce jour, ils pourraient être vivants, là, tu sais, pas morts de vieillesse, là. Mm-hmm. En tout cas. Michael Texton, il a ensuite écrit un livre sur son expérience. What Happened to the Hippie Man? Et là-dedans, il raconte son histoire et comment, finalement, c'est un peu son frère qui lui a sauvé la vie.
C'est vraiment cute, parce que c'est en racontant son histoire que s'est fait C'est retourner. Ouais. Mhm. La famille de Nirja a créé le Nirja Banot Trust à partir de l'assurance vie de leur fille. Ce fonds décerne chaque année 2 prix, l'un à un membre du personnel d'aviation en provenance du monde entier qui aurait agi au-delà de son devoir, et l'autre, le prix Nirja Banot, à une femme indienne qui, si elle a été confrontée à une injustice sociale, aurait fait face à cette situation avec courage. Fait que ils veulent vraiment aider la communauté. Harish, le père, est décédé en 2008 et Rama, la mère, en décembre 2015. Et il est décédé 2 jours avant la sortie de la bande-annonce du film Nirja, qui est inspiré de l'histoire de leur fille. Pendant de nombreuses années, Rama, la mère, a pensé pouvoir communiquer avec sa fille décédée. Elle faisait un peu comme de la médiumnité. Elle faisait comme de l'écriture automatique, puis elle disait que c'était des communications de sa fille, en provenance d'un ailleurs. Un des grands frères, Akhil, la croit, mais l'autre, Anesh, lui, dit que c'est juste de l'imagination. Mais oui, il y a eu un film inspiré de la vie de Nirja, mais de ce que j'ai lu, peut-être que le film est très bon et rend honneur à Nirja, mais il y a eu des conflits avec la production parce qu'ils ont dit qu'ils allaient redonner de l'argent à la famille, puis ils l'ont jamais reçu. Tu sais, c'est comme... Ça n'a pas été fait de manière legit, je pense. OK, puis c'était un film qui était fait où? En Inde? En Inde, oui. Nirja Banot, elle a été reconnue internationalement comme une héroïne et elle est devenue la plus jeune lauréate du prix Ashoka Chakra, qui est la plus prestigieuse récompense indienne pour bravoure en temps de paix. Elle a aussi eu d'autres prix au Pakistan. En 2004, le service postal a aussi émis un timbre en son honneur, donc il a son visage sur un timbre. En 2005, Anesh, un des frères de Nirja, il est allé jusqu'à Washington pour accepter le Justice for Crimes Award qui était donné en son honneur. Et aussi, en 2006 encore, le ministère de la Justice des États-Unis a décerné à Nirja et aux autres employés du vol 73 le Special Courage Award parce que les terroristes visaient les Américains, quand même. Une entrevue pour BBC a été donnée par 6 des agents de bord survivants. Et c'était la première fois que ces survivants s'ouvraient depuis que les événements avaient eu lieu. Puis l'entrevue est vraiment intéressante, puis elle souligne, oui, les exploits de Nirja, mais elle commémore aussi le courage de tous les autres employés à bord. Mm-hmm. Et le mécanicien Meherje Karas, là, qui parlait à la radio, ben lui aussi, c'est le 2e décédé de l'équipage. Faut pas l'oublier. Lui aussi, il a fait acte de bravoure, puis il a aidé à sauver tout le monde, et il est le 2e membre de l'équipage de la Paname à avoir perdu la vie dans l'attentat. On dirait que Nirja est devenue un emblème. Tu sais, c'était une belle femme, jeune, souriante. C'était comme l'emblème parfait pour représenter ce qui s'était passé, mais il y avait aussi quelqu'un d'autre. C'est sûr qu'elle était pas toute seule, ouais. Ouais. Un enfant à bord du vol 73, qui avait juste 7 ans au moment de l'attentat, il est devenu plus tard capitaine. Et il dit que c'est grâce à Nirja qui a été sa source d'inspiration à devenir pilote. Oh! J'ai dit capitaine, mais je voulais dire pilote. Il voulait devenir pilote d'avion. Je me disais que c'était ça que tu voulais dire. Désolée. Nirja Banot est devenue agente de bord pour rendre son papa fier, et elle l'a fait bien au-delà de ses attentes. Et voilà, c'était l'histoire d'une héroïne. Oh. C'était beau, mais c'était triste, mais c'était beau. Oui. Plein de petits moments touchants dans cette histoire. C'était full bien raconté. Merci beaucoup. Il y avait beaucoup de petites technicalités de plein de sujets qu'on connaît pas, là. Le terrorisme, les avions, on l'a vu dans nos anciens épisodes, qui se passent en Inde. Donc, bravo, Ju. Très bon. Merci. Très bon épisode. Merci. J'espère que ça, même si c'est tragique, ça fait quand même un peu plus de bien que d'autres sortes d'histoires qu'on peut raconter. Ben oui, en quelque sorte, oui. C'est sûr qu'il faut pas oublier qu'il y a des gens qui sont décédés de cette histoire-là, mais il faut quand même se dire que grâce au courage de tout le monde dans l'affaire, ben comme il y a eu 358 survivants, tu sais. Ouais. Fait que c'est pas rien. Bravo, Nirja. Merci pour ton histoire. Merci. Mais si bol, on dirait que je vais peut-être changer mon histoire de la semaine prochaine. Je sais pas, mais
Il y a un peu de similitude. Ça arrive souvent que nos histoires, sans qu'on le sache, ont des petits patterns. Oui! C'est fou, on se le dit pas, mais à chaque fois qu'on enregistre, comme... L'épisode d'après, il ressemble tout le temps, là. En tout cas, c'est fou, c'est arrivé vraiment souvent. Puis on s'est pas communiqué, là, du tout, là, genre... Mais là, je suis capable de dire que mon épisode, il y a des similitudes avec le tien. Je vais peut-être le faire quand même. Moi, ça me dérangerait pas, mais... Je vais voir. À toi de voir. Mais merci pour ton histoire. Ben merci à toi, Cri, et merci à nos auditeurs d'être toujours au rendez-vous. Oui. Merci à ceux qui l'ont fait. J'ai vu depuis mon petit appel qu'on a des nouvelles reviews sur Apple Balado puis Spotify. Donc, merci à ceux qui l'ont fait et n'hésitez pas, si ce n'est toujours pas fait, d'aller le faire. Même si vous nous écoutez, mettons, sur Spotify et que vous avez un iPhone, ben l'application Balado, elle est sur votre téléphone aussi. Donc, vous pouvez faire une double review 5 étoiles si vous voulez vraiment. C'est vrai. Si vous nous aimez vraiment, c'est possible. Et aussi, on est sur Instagram et Facebook et Gmail. Tout est dans la description de l'épisode. N'hésitez pas à vous abonner, à nous écrire, à nous parler, à commenter, à liker, blablabla. Ça nous aide. Yes. Oui, vraiment beaucoup. On vous aime vraiment fort. Continuez à nous écrire. On aime se partager avec vous plein de petits moments, des beaux comme des mauvais. Mais bref, on vous aime beaucoup. Vraiment. Puis sinon, on se rejase la semaine prochaine pour un prochain cas. Oui, merci full, on vous aime. Bye! Bye!